La fontaine du Rockefeller Center scintillait sous les lumières de décembre, et Harper Caldwell savait qu'elle était sur le point de tout gâcher. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était une certitude absolue, car Brett Ashford, son petit ami depuis 2 ans, fils de l'un des plus grands magnats de l'immobilier new-yorkais, était agenouillé devant elle, tenant une boîte en velours bleu Tiffany tandis qu'au moins 50 personnes prenaient des photos et filmaient avec leur iPhone. Harper. La voix de Brent résonna à travers la place, amplifiée par une pure angoisse sociale. Tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Tu me donnes envie d'être un homme meilleur. Veux-tu m'épouser? Le problème? Harper n'aimait pas Brent. Elle l'appréciait, le respectait, le trouvait attirant d'une manière générique, comme le protagoniste d'une publicité pour une assurance. Mais l'amour, cette chose qui fait battre le cœur plus vite, qui vous réveille à l'aube juste pour regarder quelqu'un dormir. Non. Et maintenant, avec 50 inconnus retenant leur souffle, 3 touristes japonais les mains sur la poitrine, et un type qui ressemblait suspiciously à un reporter de page 6, elle devait décider. Brent, je. Dis oui. Dis oui. Dis oui. Un groupe d'étudiantes dans un coin de la place se mit à scander. Harper sentit la sueur couler le long de sa nuque malgré les 6 degrés Celsius. Sa meilleure amie Sloan l'avait mise en garde. Il va te demander en mariage à Noël. Je l'ai entendu répéter dans les toilettes lors de la fête de bureau. Tu l'as entendu répéter dans les toilettes? Avait demandé Harper, horrifié. Il s'entraînait à faire des expressions faciales devant le miroir. C'était perturbant. Et maintenant, elle vivait le cauchemar qu'elle avait prétendu ne pas arriver en ne pensant simplement pas à lui. Harper. Brent était toujours à genoux. Son genou droit commençait à trembler visiblement. Ça va. Non, ça n'allait pas. Elle était en train d'avoir une épiphanie existentielle devant des inconnus armés de caméras. J'ai besoin d'une seconde, murmura-t-elle. C'est oui ou non, cria un homme en sweat à capuche yankees. J'ai de l'argent en jeu là-dessus. Harper ferma les yeux. Elle vit sa vie se dérouler. Mariage au country club. 3 enfants prénommés Hunter, Skyler, et quelque chose se terminant par Dan. Dîner interminable avec les Ashford où elle sourirait poliment pendant que le père de Brent expliquerait pourquoi un rang avait raison sur tout. Non, dit-elle doucement. Quoi? Non, répéta-t-elle plus fort. Le silence qui suivit fut du genre qui précède les catastrophes naturelles. Tu dis non? Brent semblait sincèrement perplexe, comme si elle venait de lui annoncer que la Terre était plate. Je suis désolé, Brent. Tu es incroyable, mais je ne peux pas. Elle a dit non, beugla le type au sweat. Jimmy, tu me dois $50. Et puis ce fut le chaos. Brent se reva si vite qu'il fit tomber la boîte de la bague, qui roula directement dans la bouche d'égout de la fontaine. Une femme hurla, vous vous fichez de moi. Un adolescent posta sur TikTok avec la légende, rejeté à Rockefeller. Les étudiantes arrêtèrent de scander et se mirent à chuchoter furieusement. Tu m'humilies, siffla Brent, le visage rouge comme un camion de pompiers. Devant tout ce monde. J'ai récupéré la bague, cria un agent de sécurité en plongeant la main dans l'égout. Non, laissez-la là, entendit Harper dire, et elle le regretta immédiatement car maintenant cela semblait qu'elle était délibérément cruelle. Brett la regarda avec un mélange de choc et de trahison qu'elle porterait en elle pour le reste de sa vie. Puis, sans un mot, il se retourna et partit à grands pas sur la 5e avenue, laissant Harper seul au centre de la place, seul, sauf pour les 50 personnes qui continuaient à filmer. Quelqu'un appelle TNZ, dit une voix. Harper fit la seule chose sensée. Elle s'enfuit. 3 heures plus tard, elle était dans l'appartement de Sloan à West Village, le visage enfoui dans son 3e verre de Pinot Grigio. Je suis une personne horrible, gémit-elle. Tu n'es pas une personne horrible. Tu es une personne honnête, dit Sloan en lui passant une boîte de pizza. Brett s'en remettra. Il est probablement déjà sur Tinder. Son père possède la moitié de Manhattan. Il va me détruire. Richard Ashford ne s'intéresse pas assez à toi pour te détruire. Sans vouloir t'offenser. C'était vrai et d'une certaine manière pire. Le téléphone d'Harper vibra pour la 17e fois. Un autre texto d'un numéro inconnu. C'est pour ça que les hommes ont peur de se marier. Comment les gens ont-ils déjà mon numéro, génial. Bienvenue sur Internet, chérie.
Sloan lui prit le téléphone et le mit en mode avion. Règle numéro 1, ne lis pas les commentaires. Règle numéro 2, demain matin, on répare ça. On répare ça comment? Je ne sais pas encore, mais tu es une publiciste primée. Si tu peux vendre de la crème solaire à des vampires, tu peux réparer ta propre réputation. Harper en doutait. Elle avait passé les 5 dernières années à construire une carrière impeccable sur Madison Avenue. Maintenant, elle était la femme qui avait publiquement humilié un Ashford. Son téléphone, toujours en mode avion, s'alluma avec une notification. Avant que Sloan ne puisse l'attraper, Harper vit le titre. Socialité rejette la demande en mariage du magnate immobilier au Rockefeller Center. La vidéo devient virale. Socialité, dit-elle incrédule. Mon père est principal de lycée. Ils te confondent avec l'autre Caldwell qui possède la chaîne d'hôtels, diagnostica Sloan. En fait, ça pourrait être bien. Comment ça pourrait être bien? Parce que maintenant tu es intéressante. Mystérieuse. La femme qui a dit non à un Ashford. Je ne veux pas être intéressante. Je veux qu'on m'oublie. L'interphone sonna. Elles se figèrent toutes les deux. Tu attends quelqu'un, chuchota Sloan. À 23 heures? Non. Sloan alla à l'interphone. Allô. Livraison pour Harper Caldwell. Elles se regardèrent. Je n'ai rien commandé, dit Harper. Sloan appuya sur le bouton. Laissez ça à la porte. 5 minutes plus tard, elle revint avec une énorme enveloppe luxueuse. Papier crème, seau de cire dorée. On dirait des trucs d'avocat, dit Sloan d'un air sombre. Harper l'ouvrit les mains tremblantes. À l'intérieur, une seule carte gaufrée. Mademoiselle Caldwell. Je souhaiterais discuter d'une proposition d'affaires mutuellement bénéfique. Demain, 10 heures. The Carlyle, venez seul. J.M. Harper retourna la carte. Rien. C'est qui ce J.M., bon sang? Sloan prit l'enveloppe et examina le seau de cire. Ses yeux s'écarquillèrent. Harp, dit-elle lentement. Ce sont les armoiries de la famille Montgomery. Et les Montgomery ont littéralement plus d'argent que les Ashford. On parle d'argent ancien multiplié par 1000. Des fortunes de l'âge doré. Pourquoi les Montgomery m'enverraient une lettre? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Sloan sourit. Tu vas à ce rendez-vous? Tu es folle? Et si c'était une arnaque? Et si c'était Brent qui veut me poursuivre? Brent n'utiliserait pas du papier à en-tête Montgomery. C'est autre chose. Sloan remplit les 2 verres de vin. Et quoi que ce soit, je parie que c'est plus intéressant que de passer le week-end à lire des commentaires sur le fait que tu es la pire personne vivante. Harper regarda à carte. Les lettres dorées brillaient dans la lumière. Elle avait 2 options, se cacher éternellement dans l'appartement de Sloan ou découvrir ce qu'un Montgomery voulait d'elle. Elle but le vin cul sec. À quelle heure on doit partir demain? L'hôtel Carlyle ressemblait exactement au genre d'endroit où les riches prennent des décisions qui ruinent la vie des autres. Harper se tenait devant l'entrée à 9h58, vêtu de son blazer marine le plus professionnel, essayant de ne pas hyperventiler. Sloan avait insisté pour l'accompagner et rôdait maintenant de l'autre côté de la rue dans un Starbucks, prête à appeler le 911 si Harper n'envoyait pas de texto dans les 30 minutes. Tu rencontres un Montgomery, avait dit Sloan en lui ajustant le col ce matin-là. Ils ne font rien à petite échelle. Quoi que ce soit, c'est énorme. Ça ne m'aide pas. Je dis juste, garde tes options ouvertes. Peut-être qu'ils veulent t'embaucher. Peut-être qu'ils lancent une agence de relations publiques et ont besoin de quelqu'un avec tes compétences. Ou peut-être qu'ils veulent me poursuivre pour avoir endommagé la réputation de la famille Ashford. Les Montgomery et les Ashford se détestent. Fais-moi confiance, s'ils ont vu la vidéo, ils ont probablement fait un high-five. Maintenant, devant les portes tournantes de l'hôtel, Harper n'était plus si sûre. Elle vérifia son téléphone. Un nouveau texto de sa mère, ta tante Linda a vu la vidéo. Elle veut savoir si tu fais une crise de nerfs. Tu fais une crise de nerfs? Harper éteignit son téléphone. À l'intérieur, le hall était tout en marbre et élégance discrète. Un concierge s'approcha immédiatement. Mademoiselle Caldwell. Oui. Monsieur Montgomery vous attend. Salle à manger privée, 2e étage. Bien sûr,
Une salle à manger privée, parce que les espaces publics ordinaires étaient pour les gens ordinaires. Harper suivit le concierge dans un grand escalier et un couloir bordé de peinture à l'huile de personnes qui semblaient jugées même dans la mort. Ils s'arrêtèrent devant une porte en acajou. « Frappez 2 fois, dit le concierge avant de disparaître. Harper frappa. « Entrez. » Elle ouvrit la porte et entra dans un désastre. La salle à manger privée ressemblait à ce qu'un ouragan aurait laissé derrière lui. Des papiers couvraient toutes les surfaces. Un ordinateur portable était en équilibre précaire sur une pile de dossiers. Des tasses de café formaient une petite ville sur le buffet. Et au milieu de tout cela, debout dos à elle, fonçant les sourcils sur son téléphone, se tenait l'homme le plus attirant qu'Harper ait jamais vu en personne. Grand, cheveux bruns qui semblaient avoir été ébouriffés par ses mains pendant des heures. Mâchoire ciselée, costume qui coûtait probablement plus cher que son loyer. Et quand il se retourna, des yeux d'un bleu si intense qu'elle oublia de respirer pendant une seconde. « Harper Caldwell, dit-il. Pas une question, une constatation. C'est moi. Et vous êtes J.M. Jackson Montgomery. » Il ne proposa pas de serrer la main. « Asseyez-vous. » Waouh. Charmant, entendit-elle dire. Vous vous entraînez à être grossier ou c'est naturel? Son sourcil se haussa. Je suis direct. Il y a une différence. Bien sûr. Ils se regardèrent fixement. Harper refusa de détourner les yeux la première. Au bout de 5 secondes, quelque chose qui ressemblait à de l'amusement traversa son visage. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, dit-il. Vous m'avez envoyé une lettre mystérieuse à 23 heures. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Jackson désigna une chaise. Harper s'assit, surtout parce que ses jambes traitaient encore le fait que cet homme semblait tout droit sorti d'une publicité pour parfum. Il s'assit en face d'elle, joignant les mains sur la table. Je vais aller droit au but. J'ai besoin d'une fiancée. Harper cligna des yeux. Pardon? Une fausse fiancée. Temporaire, 3 mois maximum. Vous vous moquez de moi. Je ne plaisante pas en affaires. C'est insensé. C'est pratique. Jackson se renversa en arrière. Ma grand-mère contrôle le trust familial. Elle a 87 ans, traditionnelle à l'extrême, et convaincue que je suis trop irresponsable pour diriger l'entreprise parce que je ne suis pas casé. Ce sont ses mots, pas les miens. Alors, trouvez-vous une vraie petite amie. Je n'ai pas le temps de sortir avec quelqu'un. Je travaille 90 heures par semaine. Alors peut-être que votre grand-mère a raison. Sa mâchoire se crispa. J'ai vu votre vidéo. L'estomac d'Harper se noie. Bien sûr que vous l'avez vu. Tout le monde l'a vu. Vous avez rejeté une demande en mariage très publique de Brett Ashford, ce qui demande soit un courage incroyable, soit une stupidité incroyable. Merci. Je me sens tellement mieux maintenant. Le fait est, continua Jackson en ignorant son sarcasme, que vous êtes actuellement la femme dont on parle le plus à New York, et j'ai besoin de quelqu'un qui puisse gérer l'attention médiatique, la pression sociale et les événements d'entreprise sans s'effondrer. Vous avez besoin d'un phoque dressé. J'ai besoin d'une partenaire qui comprenne comment fonctionnent ces cercles. Il sortit un dossier et le fit glisser sur la table. Voici le contrat. 3 mois en tant que ma fiancée, apparition publique uniquement. Aucune relation réelle requise. En échange, je vous paierai 500 000 $ et je m'occuperai personnellement de toutes les retombées de votre refus de demande en mariage. Harper le regarda fixement. 500 000 $? Vous êtes fou? C'est l'offre de départ. Je peux monter plus haut si nécessaire. Je ne veux pas de votre argent. Tout le monde veut de l'argent. Pas tout le monde est un robot cynique. Je préfère réaliste. L'expression de Jackson ne changea pas. Écoutez, vous avez besoin d'aide. Internet vous dévore vivante. L'équipe de relations publiques d'Ashford fait tourner l'histoire en vous faisant passer pour une croqueuse de diamants qui a eu froid aux pieds. Votre réputation est endommagée. Je peux la réparer. Comment? En vous faisant devenir la fiancée d'un Montgomery. Soudain, vous n'êtes plus la femme qui a rejeté un Ashford. Vous êtes celle qui avait de meilleures options. Le récit change complètement. Harper détestait que cela ait du sens. Elle détestait qu'il ait raison. Elle détestait son stupide visage parfait.
Pourquoi moi demanda-t-elle. Si vous avez juste besoin de quelqu'un pour le spectacle, vous pourriez engager une actrice. Quelqu'un formé pour ça. Parce que les actrices veulent plus que 3 mois. Elles veulent de la visibilité, de l'avancement de carrière, des abonnés Instagram. Vous voulez disparaître. Ça fait de vous la candidate parfaite. Vous y avez vraiment bien réfléchi. Je suis minutieux. Harper ouvrit le dossier. Le contrat faisait 20 pages et utilisait des mots comme « ci-dessus mentionné » et « par la présente » avec une fréquence inquiétante. C'est ridicule, marmonna-t-elle en tournant les pages. Lisez la section 7. Elle la trouva. La clause de résiliation. L'une ou l'autre partie peut mettre fin à l'arrangement à tout moment, sans question. Vous n'êtes pas piégé. Comme c'est généreux. Je ne suis pas un monstre, mademoiselle Caldwell. Je suis juste un homme qui essaie de sauver l'héritage familial des idées dépassées de sa grand-mère sur le mariage. Harper leva les yeux. Pour la première fois, elle vit quelque chose d'humain en son expression. De la frustration, peut-être même du désespoir. Que se passe-t-il dans 3 mois demanda-t-elle. Nous mettons en scène une rupture très amicale et mutuelle. Nous nous sommes rendus compte que nous voulions des choses différentes. Le scénario habituel. Vous repartez avec assez d'argent pour recommencer où vous voulez. Je récupère le contrôle de l'entreprise. Tout le monde gagne. Sauf votre grand-mère, qui pensera toujours que vous êtes irresponsable. Elle aura déjà signé le transfert de contrôle d'ici là. Le vote du conseil a lieu en avril. Harper referma le dossier. Son esprit s'emballa. C'était fou. Absolument insensé. Les fausses fiançailles étaient le scénario des comédies romantiques, pas de la vraie vie. Mais la vraie vie était déjà devenue un désastre de comédie romantique au moment où elle avait rejeté Brent au Rockefeller Center. J'ai besoin d'y réfléchir, dit-elle. Vous avez 24 heures. Jackson se leva. Après ça, je trouve quelqu'un d'autre. Vous me donnez un ultimatum? Je vous donne un délai. Il y a une différence. Harper se leva aussi, agacé qu'il fasse au moins 15 cm de plus qu'elle. Vous savez quel est votre problème, Montgomery? Je suis sûr que vous allez me le dire. Vous pensez que vous pouvez tout résoudre avec de l'argent et des contrats. Mais les gens ne sont pas des transactions commerciales. Vous seriez surprise de voir à quel point ils le sont souvent. Ils étaient maintenant très proches. Assez proches pour qu'Harper sente son parfum, quelque chose de cher et boisé qui la mettait irrationnellement en colère parce que bien sûr, même son odeur était parfaite. Je vous donnerai ma réponse demain, dit-elle. Même heure, même endroit. Je serai là. Il marcha jusqu'à la porte et l'ouvrit. Pour ce que ça vaut, mademoiselle Caldwell, je pense que vous avez bien fait. Quoi? De rejeter Ashford? C'est un idiot. Et avant qu'Harper ne puisse répondre, Jackson Montgomery sortit, la laissant seule dans une pièce pleine de papiers et de tasses de café à moitié bues et la demande en mariage la plus étrange qu'elle ait jamais reçue. 20 minutes plus tard, Harper fit irruption dans le Starbucks où Sloan l'attendait. Alors, exigea Sloan, que s'est-il passé? On te poursuit en justice? Pire. Je crois que je viens de me fiancer. Quoi? Harper s'effondra sur une chaise et lui raconta tout. À la fin, la mâchoire de Sloan touchait presque le sol. 500 000 $, chuchota Sloan. Harper, c'est de l'argent qui change une vie. C'est de l'argent pour des fiançailles fausses. C'est un demi-million de dollars pour mentir à tous ceux que je connais. Pour faire semblant pendant 3 mois. Sloan se pencha en avant. Écoute, je sais que ça semble insensé, mais réfléchis. Tu es déjà la femme la plus détestée sur Internet. Ta carrière est dans les toilettes. Ton appartement est un studio avec une salle de bain de la taille d'une boîte à chaussures. Ça pourrait être ta porte de sortie. En prétendant être amoureuse d'un homme qui m'a appelé une transaction commerciale, en étant intelligente. Sloan prit les mains d'Harper. Tu es publiciste. Tu fabriques des histoires pour vivre. Ce n'est qu'une autre campagne et à la fin tu repars avec assez d'argent pour ne plus jamais t'inquiéter. Harper voulait protester. Elle voulait dire que c'était mal, immoral, complètement ridicule. Mais son téléphone vibra avec un autre texto d'un numéro inconnu. J'espère que tu mourras seul, lol. Elle regarda le titre sur l'écran de l'ordinateur de Sloan.
Fan en fuite, le schéma de problème d'engagement d'Harper Caldwell. Schéma, dit Harper incrédule. J'ai fréquenté 3 hommes dans toute ma vie. Tu vois, dit doucement Sloan. Ils inventent ce qu'ils veulent. Autant te faire payer pendant que le monde te met en pièces. Harper pensa à Jackson Montgomery, ses yeux bleus froids, son offre calculée, son absence totale de chaleur ou d'émotion humaine. Puis elle pensa à son compte en banque, à son studio, à la façon dont sa mère avait sonné au téléphone ce matin-là, déçue mais pas surprise. J'ai 24 heures pour décider, dit-elle. Alors faisons une liste de pour et contre. Sloan, je suis sérieuse. On va aborder ça rationnellement. Harper rit malgré tout. Rationnellement, hein. Parce qu'il y a quelque chose de rationnel à se fiancer faussement avec un homme que j'ai rencontré il y a 30 minutes. Fiançailles fausses. Tu ne l'épouses pas vraiment. Ça rend ça tellement mieux. Mais même en le disant, Harper sortit son téléphone et ouvrit une nouvelle note. Pour 500 000 $, répare la réputation publique. Temporaire, 3 mois max. Peut arrêter à tout moment. Contre, complètement insensé, mentir à tout le monde. Jackson Montgomery est insupportable. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Elle regarda la liste. Puis elle se rappela la façon dont Jackson l'avait regardé quand il avait dit « Vous avez bien fait ». Pendant juste une seconde, son armure s'était fissurée. « Je vais le regretter », marmonna Harper. Probablement, accepta Sloan joyeusement. Mais au moins tu seras riche en le regrettant. Harper entra au Carlyle exactement 24 heures plus tard, vêtu de sa tenue, je suis sur le point de prendre une terrible décision. Une robe noire qui disait professionnelle, mais des talons rouges qui disaient qu'elle était déjà à mi-chemin du chaos. Jackson l'attendait dans la même salle à manger, bien que quelqu'un l'ait visiblement forcé à ranger. Les papiers avaient disparu. Les tasses de café avaient été enlevées. Il se tenait près de la fenêtre dans un autre costume parfait, semblant n'avoir jamais connu un moment de doute de toute sa vie. « Mademoiselle Caldwell », dit-il sans se retourner. Ponctuel. « J'apprécie. Comment saviez-vous que c'était moi ? Votre parfum, jasmin et quelque chose d'agrumé. » Le cœur d'Harper fit un petit saut agaçant. « Vous avez remarqué mon parfum ? » ?»« Je remarque tout. » Il se tourna. « Alors, quelle est votre réponse ? » Harper sortit le contrat signé de son sac et le posa sur la table. « Je dois être folle. » Quelque chose qui ressemblait à du soulagement traversa le visage de Jackson. « Décision intelligente. Je n'ai pas encore décidé si vous étiez le diable ou ma seule option. Je peux être les deux. » Il prit le contrat, le parcourut rapidement. « Bien. Mon avocat le traitera aujourd'hui. On commence immédiatement. » Immédiatement ? La première apparition publique est ce soir. Le gala de Charité Vanderbilt, 19 h. J'enverrai une voiture à 18 h. Ce soir. Jackson, je viens juste d'accepter il y a 5 secondes. Le calendrier ne change pas parce que vous êtes nerveuse. Il sortit son téléphone et commença à taper. Tenue de soirée obligatoire. Vous avez quelque chose d'approprié. Harper pensa à son dressing. Définissez approprié. Il leva les yeux. Vous êtes publiciste à Manhattan. Vous devez avoir des robes de gala. J'ai une robe de gala, au singulier, de 2019. Elle a une tache. La mâchoire de Jackson se crispa. J'enverrai une styliste à votre appartement à 15 h. Elle apportera des options. Vous avez une styliste en numérotation rapide ? J'ai tout en numérotation rapide. Il rangea son téléphone. Nous devons établir des règles de base. Oh, maintenant on a des règles. Je pensais que vous jetiez juste de l'argent sur les problèmes jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Règle numéro 1, continua-t-il en l'ignorant. En public, nous sommes fiancés de manière convaincante. Cela signifie se tenir la main, des contacts occasionnels, une affection crédible. L'estomac d'Harper se retourna à nouveau. Affection crédible, hein ? Totalement quelque chose dont vous êtes capable. Règle numéro 2, personne en dehors de votre cercle proche ne sait que c'est faux. Ni amis, ni collègues, ni famille. Je dois mentir à ma mère. À moins que vous vouliez que tout nous explose à la figure. Oui, c'est déjà en train d'exploser. Règle numéro 3.
Jackson s'approcha et Harper sentit à nouveau ce parfum boisé. Tout ce qui se passe en privé reste privé. Nous sommes des professionnels. C'est un travail. Un travail où je prétends être amoureuse de vous. Exactement. Quelqu'un vous a-t-il déjà dit que vous avez l'amplitude émotionnelle d'une feuille de calcul? Fréquemment. Il sourit presque. Presque. Vous avez des règles? Harper n'y avait pas pensé, mais maintenant, assez proche pour voir la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, elle réalisa qu'elle avait besoin de limites avant que tout cela n'explose. Règle numéro 1, dit-elle, pas d'embrassade. Son sourcil se haussa. Nous sommes fiancés. Faux fiancés. On peut le vendre sans s'embrasser sur la bouche. Les gens le remarqueront. Alors nous serons le couple qui attend le mariage. Très traditionnel. Ma grand-mère adorera ça. Jackson admit. D'accord. Pas d'embrassade. Règle numéro 2. Je garde mon travail. Je ne quitte pas ma carrière pour jouer à la maison avec vous. Acceptez. Bien que vous deviez peut-être ajuster votre emploi du temps pour les événements. Règle numéro 3. Harper marqua une pause. Celle-ci était importante. Quand ce sera fini, nous partirons tous les deux propres. Pas de drame, pas de vengeance, pas d'essayer de ruiner l'autre. Jackson tendit la main. Marché conclu. Harper la serra. Sa main était chaude, ferme, et envoya un frisson tout à fait inapproprié le long de son bras. Alors, dit-elle en se dégageant. Comment exactement convaincre tout le monde que nous sommes tombés follement amoureux en 24 heures? Nous ne le faisons pas. Nous disons que nous sortons ensemble en secret depuis 3 mois. 3 mois, Jackson. Les gens m'ont vu avec Brent il y a 2 semaines. C'est pourquoi vous l'avez rejeté parce que vous étiez déjà amoureuse de quelqu'un d'autre. Jackson afficha quelque chose sur son téléphone. Mon équipe de relations publiques a préparé une déclaration. Elle sera publiée dans 1 heure. Il lui montra l'écran. Jackson Montgomery et Harper Cadwell sont ravis d'annoncer leur fiançailles. Le couple sort ensemble en privé depuis les 3 derniers mois et se réjouit de construire leur avenir ensemble. Ils demandent le respect de leur vie privée pendant cette période spéciale. C'est insensé, marmonna Harper. C'est de la stratégie. Jackson rangea son téléphone. L'histoire s'écrit toute seule. Vous et Ashford, ça ne marchait pas. Vous m'avez rencontré à un événement caritatif en septembre. Ça a cliqué. Vous avez essayé de faire marcher les choses avec lui, mais vous n'avez pas pu ignorer vos sentiments. Quand il a fait sa demande, vous avez enfin dû être honnête. Waouh! Vous avez vraiment pensé à chaque détail. Comme je l'ai dit, je suis minutieux. Le téléphone d'Harper explosa de notifications. Elle regarda et vit que la déclaration venait d'être publiée. Plus de retour en arrière possible, dit Jackson. À 18h47, Harper se tenait dans son appartement vêtu d'une robe qui coûtait plus cher que sa voiture. La styliste, une femme terrifiante nommée Petra, avait apporté 12 options et en avait immédiatement rejeté 11. Trop jeune, trop ennuyeuse, trop forcée, trop tapac sans grave l'œil. La gagnante était une robe en soie émeraude profonde qui épousait ses formes comme si elle avait été peinte dessus. Vous avez l'air d'argent, avait déclaré Petra. D'argent Montgomery, parfait. Maintenant, en se regardant dans le miroir, Harper reconnaissait à peine la femme qui la regardait, cheveux relevés, maquillage dramatique mais élégant, diamants aux oreilles, empruntés parce qu'apparemment Jackson les avait aussi en numérotation rapide. Sloan se tenait derrière elle, les mains sur la bouche. Mon Dieu, chuchota Sloan. Tu ressembles à une œuvre de musée. Je me sens comme une impostrice. Tu ressembles à la fiancée d'un Montgomery. Sloan lui serra les épaules. Tu peux le faire. Souris juste, tiens-lui la main, et souviens-toi que tu es payé un demi-million de dollars. L'interphone sonna. La voiture était là. Harper prit sa pochette, également empruntée, et se dirigea vers la porte. Attends. Sloan lui attrapa le bras. Tu as oublié ça. Elle tendit une boîte à bagues. Le cœur d'Harper s'arrêta. C'est. L'assistante de Jackson l'a déposée il y a 1 heure. Elle a dit que c'est un héritage familial. Harper ouvrit la boîte et comprit immédiatement pourquoi les Montgomery avaient de l'argent. La bague était magnifique,
un diamant taille émeraude vintage entouré de pierres plus petites serties dans du platine. Le genre de bague que l'on voit dans les musées et les publicités d'assurance. Je ne peux pas porter ça, souffla Harper. Tu dois le porter. Tu es sa fiancée. Sa fausse fiancée. Fausse fiancée portant un vrai diamant de 5 carats. Sœur en sortit la bague de la boîte et la glissa au doigt d'Harper. Elle allait parfaitement. Vas-y. Ton prince charmant t'attend. Il n'est pas charmant. Ton prince calculateur t'attend. Harper rit malgré ses nerfs et descendit. La voiture était une Mercedes noire qui coûtait probablement plus cher que son immeuble. Le chauffeur ouvrit la porte et Harper s'installa. Jackson était déjà là, incroyablement élégant en smoking. « Vous êtes en retard, dit-il. »« Je suis en retard de 3 minutes. »« Toujours en retard. » Puis il la regarda vraiment et quelque chose traversa son visage. « Vous avez l'air approprié. »« Waouh. Mon cœur bat la chamade. »« Je voulais dire. » Il s'éclaircit la gorge. « Vous êtes bien. »« Super. »« La robe est bien. » Harper retint un sourire. Jackson Montgomery était-il réellement déstabilisé? « Vous n'êtes pas mal non plus, dit-elle. » Ils roulèrent en silence pendant exactement 45 secondes avant que Jackson ne dise. « Nous devons synchroniser notre histoire. Notre fausse histoire d'amour. Nous nous sommes rencontrés au gala de l'hôpital pour enfants en septembre. Vous y étiez avec votre agence. J'y étais pour la Fondation Montgomery. Nous avons parlé près du bar pendant 2 heures. De quoi avons-nous parlé? Vous m'avez parlé de votre travail. Je vous ai parlé de la pression de diriger l'entreprise familiale. Nous nous sommes liés par nos familles difficiles. Avez-vous vraiment une famille difficile? Ma grand-mère pense que je suis une déception et mon père est mort en essayant de prouver qu'il n'en était pas une. La voix de Jackson était monocorde. Assez difficile. Harper s'adoucit. Je suis désolé. Ne le soyez pas. C'était il y a 10 ans. Il sortit à nouveau son téléphone. J'ai fait compiler un dossier sur vous par mon équipe. Nourriture préférée, spécialité universitaire, animaux de compagnie d'enfance. Nous devons nous connaître. Vous avez un dossier sur moi. J'ai un dossier sur tout le monde. Ce n'est pas du tout bizarre. Jackson fit défiler. Vous êtes allergique aux fruits de mer. Vous avez étudié la communication à Northwestern. Votre chat s'appelait Monsieur Moustache. Vous avez vraiment recherché mon chat d'enfance? Les gens posent des questions de détail. Nous devons avoir des réponses. Il leva les yeux. Qu'est-ce que je dois savoir sur vous qui n'est pas dans le dossier? Harper y réfléchit. Je déteste les fêtes surprises. Je fais de la pâtisserie quand je suis stressé. Et j'ai un très mauvais poker face, donc si quelqu'un me pose une question directe sur notre fausse relation, je vais probablement paniquer. Notez. Ne laissez personne vous coincer. Il rangea son téléphone. Et pour information, moi aussi je fais de la pâtisserie quand je suis stressé. Vous faites des croissants de A à Z. Harper le regarda fixement. Vous me dites que vous faites des croissants? C'est méditatif et délicieux. Était-ce presque un sourire? Vous voyez, maintenant vous savez quelque chose sur moi aussi. La voiture s'arrêta devant l'hôtel Plaza où se tenait le gala. À travers la vitre, Harper pouvait voir des flashs d'appareils photo et un tapis rouge. Il y a des photographes, dit-elle, la panique montant. Bien sûr. C'est un gala de charité. Jackson, je ne peux pas. Il prit sa main. La sienne était stable et chaude. Si, vous pouvez. Vous vous êtes tenu au Rockefeller Center et avez rejeté un Ashford devant 50 personnes. Vous pouvez gérer quelques photographes. C'était de l'honnêteté. Ceci est du mensonge. Ceci est de la survie. Il serra doucement sa main. Prête? Harper regarda leurs mains jointes, la bague qui scintillait à son doigt, l'homme avec qui elle avait accepté de faire semblant d'être amoureuse pendant 3 mois. Non, dit-elle honnêtement. Parfait. Allons-y. La porte s'ouvrit. Les flashs explosèrent comme des feux d'artifice. Jackson sortit le premier, puis se tourna et lui offrit sa main avec un sourire qui semblait presque sincère. Harper la prit et émergea dans le chaos. Harper. Jackson.
Par ici. Est-il vrai que vous sortiez ensemble en secret? Comment Brent a-t-il pris la nouvelle? Montrez-nous la bague. Le bras de Jackson glissa autour de sa taille, solide et ancré. Il se pencha près d'elle, son souffle chaud contre son oreille. Souriez comme si vous étiez amoureuse. Nous vendons un conte de fées. Harper leva les yeux vers lui, cet étranger à qui elle était faussement fiancée, et sourit. Les appareils photos devinrent absolument fous. Et quelque part au fond de son esprit, une petite voix chuchota, « Dans quoi t'es-tu embarqué ?» Dans la salle de bal, Harper apprit rapidement que être la fiancée d'un Montgomery était plus difficile que n'importe quel emploi qu'elle ait eu. Harper, chérie, une femme couverte de diamants lui attrapa le bras. Raconte-moi tout. Comment Jackson t'a-t-il demandé en mariage? C'était privé, répondit Jackson avec fluidité, sa main sur le bas du dos d'Harper. Intime, juste nous deux. Comme c'est romantique. Et la bague? C'est celle de Vivien, n'est-ce pas? Ma grand-mère a insisté, dit Jackson. Harper n'avait aucune idée de qui était Vivien, mais sourit quand même. Ils avancèrent exactement 2,5 mètres avant une autre embuscade. Jackson Montgomery. Enfin casé. Un homme aux cheveux argentés tapa sur l'épaule de Jackson. Votre grand-mère doit être ravie. Aux anges, accepta Jackson. Et vous, ma chère? L'homme se tourna vers Harper. Comment avez-vous réussi à dompter le célibataire le plus convoité de Manhattan? Je ne l'ai pas dompté, dit Harper. Je l'ai juste compris. Elle sentit la main de Jackson se resserrer légèrement sur sa taille. Approbation, surprise. Ils dansèrent de conversation en conversation. Le visage d'Harper lui faisait mal à force de sourire. Ses pieds lui faisaient mal à cause des talons. Son cerveau lui faisait mal à force de suivre tous les mensonges. Vous vous en sortez bien, murmura Jackson alors qu'il s'échappait enfin pour prendre du champagne. Je suis en train de mourir. Vous le vendez parfaitement. Il lui tendit une coupe. Grand-mère est à 3 heures. Préparez-vous. Harper se tourna et vit une petite femme élégante s'approcher. Elle portait des perles et une expression qui pouvait geler la lave. Jackson, dit-elle sèchement. Présente-moi. Grand-mère, voici Harper Caldwell. Harper, ma grand-mère, Vivien Montgomery. Donc c'est Vivien. Madame Caldwell. Les yeux de Vivien passèrent sur Harper comme un scanner. Je comprends que vous portez ma bague. Oui, madame. Elle est magnifique. Elle appartenait à ma mère. Le grand-père de Jackson me l'a donnée le jour de notre mariage. Le regard de Vivien était glacial. J'espère que vous comprenez le poids de ce que vous portez. La gorge d'Harper se serra. Oui. Vraiment? Vivien s'approcha. Parce que vous avez rejeté une demande en mariage de manière très publique il y a quelques jours seulement. Pardonnez-moi de me demander si vous comprenez vraiment l'engagement. La salle de bal sembla se taire. Harper sentit tous les regards tournés vers elle. C'était le moment où tout l'édifice de cartes s'effondrerait, mais alors le bras de Jackson entoura à nouveau sa taille, protecteur et assuré. Grand-mère, dit-il, la voix comme de l'acier enveloppé de soie. Harper a rejeté Ashford parce qu'elle était déjà amoureuse de moi. Ce n'est pas une peur de l'engagement. C'est l'opposé. Les yeux de Vivien se rétrécirent. Vraiment? Oui, entendit Harper dire. Je sais comment ça a paru. Mais je ne pouvais pas épouser quelqu'un quand mon cœur appartenait à un autre. Elle leva les yeux vers Jackson en le disant. Ses yeux bleus rencontrèrent les siens, intenses et indéchiffrables. Pendant juste une seconde, ça semblait réel. Vivien les étudia tous les deux. Nous verrons. Venez dîner la semaine prochaine, tous les deux. J'aimerais connaître la femme que mon petit-fils a choisie. Ce n'était pas une requête. Avec plaisir, dit Jackson. Vivien s'éloigna, laissant Harper tremblante. C'était terrifiant, chuchota Harper. C'était-elle en train d'être gentille? Le pouce de Jackson traça de petits cercles sur sa taille, probablement inconsciemment. Vous l'avez géré parfaitement. J'ai menti à une gentille vieille dame. Cette gentille vieille dame a autrefois fait pleurer un homme adulte lors d'une négociation commerciale. Harper rit malgré elle. Dans quoi nous sommes-nous embarqués? Dans quelque chose de compliqué. Jackson baissa les yeux vers elle et pour une fois son expression était presque douce.
Mais vous êtes doué pour ça. Mieux que ce à quoi je m'attendais. C'est un compliment. C'est une observation. Vous ne savez vraiment pas parler aux gens, hein? Pas vraiment. Il marqua une pause. Mais vous, si. C'est pourquoi ça pourrait marcher. L'orchestre commença à jouer. Les couples se dirigèrent vers la piste de danse. Nous devrions danser, dit Jackson. Les gens regardent. Je ne suis pas une grande danseuse. Moi non plus. Nous souffrirons ensemble. Il la conduisit sur la piste, sa main posée sur sa taille, la sienne sur son épaule. Ils commencèrent à se balancer. Ce n'est pas si mal, admit Harper. Vous marchez sur mon pied. Oh, désolé. Ce n'est pas grave. J'en ai un autre. Était-ce une blague? Jackson Montgomery venait-il de faire une blague? Ils dansèrent en silence un moment. Harper était hyper consciente de tous les endroits où ils se touchaient, sa main chaude et solide, son odeur, la façon dont les autres couples les regardaient avec envie. Tout le monde pense que nous sommes amoureux, murmura-t-elle. C'est le but. Mais nous ne le sommes pas. Nous nous connaissons à peine. Je sais que vous faites de la pâtisserie quand vous êtes stressé et que vous avez un mauvais poker face. Et je sais que vous faites des croissants et que vous avez l'amplitude émotionnelle d'une calculatrice. Vous voyez, nous sommes pratiquement mariés déjà. Harper rit. Un vrai rire sincère. Jackson sourit. Vraiment sourit. Cela transforma tout son visage. Voilà, dit-il doucement. C'est le rire dont nous avons besoin. Réel et contagieux. Les gens y croiront, n'est-ce pas? Le rire faisait juste partie du jeu. Le sourire d'Harper s'atténua légèrement. La chanson se termina. Jackson recula, le moment brisé. Nous devrions refaire le tour, dit-il, redevenant tout à faire. 3 couples clés de plus, puis nous pouvons partir. Capitaine. Ils travaillèrent la salle pendant encore 1 heure. Quand ils s'échappèrent enfin vers la voiture, le visage d'Harper était figé en un sourire permanent et ses pieds avaient organisé une rébellion complète. Elle s'effondra dans la Mercedes avec un gémissement. Vous avez survécu, dit Jackson en s'installant à côté d'elle. À peine. Harper enleva ses talons. Comment vous faites ça tous les week-ends? Entraînement et alcool. Surtout alcool. La voiture s'éloigna de la plaza. Harper regarda les lumières de la ville défiler par la fenêtre. Jackson. H.M. Votre grand-mère ne nous croit pas. Je sais. Elle va enquêter. Essayez de prouver que nous faisons semblant. Probablement. Il desserra son nœud papillon. Ce qui signifie que nous devons être encore plus convaincants. Harper le regarda. C'est étranger qu'elle était contractuellement obligée de prétendre aimer. Il regardait par sa propre fenêtre, épuisé et d'une certaine manière plus humain qu'elle ne l'avait vu jusqu'à présent. Que faisons-nous, chuchota-t-elle. Nous survivons. Il se tourna vers elle. Tous les deux, à notre manière. La voiture s'arrêta devant l'immeuble d'Harper. Même heure demain, dit Jackson. Brunch avec ma mère. Votre mère, Jackson. Non négociable. Elle arrive de Paris spécialement pour vous rencontrer. Vous auriez pu le mentionner. Je le mentionne maintenant. Il ouvrit la porte de la voiture. Portez quelque chose d'approuvable par une mère. Je vous déteste. Non. Vous détestez juste que j'ai raison. Il sourit presque. Bonne nuit, fiancé. Harper entra en trébuchant dans son immeuble, pochette dans une main, talon dans l'autre, un diamant de 5 carats au doigt. Sloan l'attendait dans son appartement, ordinateur ouvert. Tu es tendance, dit-elle sans préambule. Quoi? Sloan tourna l'écran. Twitter explosait. Harper et Jackson. Quelqu'un d'autre a vu leur danse. La chimie est le plot twist du siècle. Elle est passée d'Ashford à Montgomery. Je chippe tellement fort que ça fait mal. Harper s'effondra sur le canapé. Ça arrive vraiment. Ça arrive vraiment. Sloan sourit. Aussi, plusieurs personnes ont commenté la façon dont Jackson te regarde, je cite, comme si elle était la seule personne dans la pièce. Il jouait la comédie. C'est un très bon acteur. Puis Harper toucha la bague à son doigt.
Elle semblait lourde, significative, temporaire. Elle se le rappela. 3 mois. Mais en se préparant pour le coucher cette nuit-là, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont Jackson avait souri quand elle avait ri. À la sensation de sa main sur sa taille. À la façon dont, juste une seconde, ça avait semblé réel. Ce n'était qu'un travail. Un travail très bien payé, incroyablement compliqué, absolument insensé. Rien ne pouvait mal tourner. N'est-ce pas? Harper se réveilla avec 17 appels manqués de sa mère. Tout allait bien. Tout était parfait. Elle n'avait qu'à dire à sa mère qu'elle était fiancée à un homme qu'elle fréquentait en secret depuis 3 mois et à rendre ça crédible avant midi. Pas de problème. Elle rappela en préparant le café. Harper Elizabeth Cadwell. Sa mère répondit à la première sonnerie. Tu es fiancée à un Montgomery et j'ai dû l'apprendre de ta tante Linda qui l'a vu sur Facebook. Maman, je peux expliquer. Tu n'as pas ramené un homme à la maison depuis 2 ans. Tu as rejeté le pauvre Brent il y a quelques jours. Et maintenant tu portes une bague qui coûte probablement plus cher que notre maison. C'est compliqué. Compliqué? Harper. La famille de cet homme possède la moitié du Connecticut. Je sais. Quand est-ce qu'on le rencontre? Le mug de café d'Harper s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Le rencontrer. Bien sûr, le rencontrer. Il va devenir mon gendre, non? Oui. Bientôt. Très bientôt. Ce week-end. Amène-le pour le dîner. Maman, il est très occupé. Harper. Ce week-end. Ce n'était pas une requête. Harper raccrocha et envoya immédiatement un texto à Jackson. Ma mère veut vous rencontrer ce week-end. Sa réponse arriva 30 secondes plus tard. Dis-lui que nous sommes occupés. Je ne peux pas dire à ma mère que nous sommes trop occupés. Elle conduira jusqu'à Manhattan et vous traînera jusqu'au Connecticut elle-même. D'accord. Samedi, mais vous venez d'abord au brunch avec ma mère aujourd'hui. 11h. Voiture arrive à 10h30. Harper regarda l'heure. Il était 9h47. Elle avait 43 minutes pour devenir quelqu'un qui pouvait bruncher casuellement avec la mère de Jackson Montgomery. Le brunch était au Bernardin parce qu'apparemment les Montgomery ne faisaient pas les dîners ordinaires. Harper arriva vêtue d'une robe crème que Petra avait déclarée élégance discrète et se sentant comme une impostrice. Jackson était déjà là, agaçant de perfection dans un costume marine. Vous êtes en retard, dit-il. Je suis en retard de 2 minutes. Toujours en retard. Il se leva et embrassa sa joue. Ses lèvres effleurèrent à peine sa peau, mais Harper le sentit partout. Ma mère remarque tout, y compris l'heure. Super. Terrifiant. J'adore ça pour moi. Soyez juste vous-même. Elle vous aimera ou vous tolérera pour moi. Encore une fois, tellement réconfortant. Une femme glissa vers eux comme si elle flottait. Petite, élégante, avec les yeux bleus et les pommettes de Jackson qui pouvaient couper le verre. Elle portait du Chanel et une expression qui disait qu'elle avait tout vu et jugé la plupart. Jackson, chérie, elle embrassa ses 2 joues. Et ce doit être Harper. Madame Montgomery, ravie de vous rencontrer. Appelez-moi Céleste, s'il vous plaît, elle étudia Harper avec l'intensité d'un joaillier examinant un diamant. Intéressant. Intéressant, répéta Harper. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. Céleste s'assit, s'arrangeant comme une photographie. Jackson sort habituellement avec des femmes qui s'accordent à son papier peint. Maman, dit Jackson d'un ton d'avertissement. Je le dis comme un compliment. Harper a de la personnalité. Je le vois dans ses yeux. Harper n'était pas sûr si c'était bien ou mal. Ils commandèrent. Céleste posa des questions précises sur le travail d'Harper, sa famille, ses études. Cela ressemblait moins à une conversation qu'à un interrogatoire. Donc, vous êtes publiciste, dit Céleste en sirotant sa mimosa. Comme c'est pratique. La colonne vertébrale d'Harper se raidit. Pratique. Vous comprenez l'optique, la perception, l'art de vendre une histoire. L'implication flottait dans l'air comme de la fumée. Mère. La voix de Jackson était glaciale. Que suggérez-vous exactement? Je ne suggère rien. J'observe. Le sourire de Céleste était tranchant.
Vos fiançailles ont été très soudaines et très bien chronométrées vu l'ultimatum de Vivien sur l'entreprise. Nous sommes amoureux, dit Jackson platement. Vraiment? Céleste regarda entre eux. Alors prouvez-le. Pardon. Embrassez-la. Harper s'étouffa avec son eau. Quoi? Si vous êtes si follement amoureux, embrassez votre fiancé. Céleste se renversa en arrière. Ici, en public, comme si vous le pensiez. Maman, nous sommes dans un restaurant et les couples fiancés s'embrassent dans les restaurants tout le temps. Sauf si. Céleste haussa un sourcil. Il y a une raison pour laquelle vous ne le ferez pas. Le cœur d'Harper battait la chamade. Ils avaient spécifiquement convenu, pas d'embrassade. Règle numéro 1. Mais Céleste observait comme un faucon. Et 2 tables plus loin, quelqu'un avait sorti son téléphone, filmant clairement. Jackson croisa le regard d'Harper. Elle vit le calcul là, la décision prise. D'accord, dit-il doucement. Il prit son visage entre ses 2 mains, inclina son menton, et l'embrassa. C'était censé être pour le spectacle, une performance. De l'affection fausse pour des fiançailles fausses. Mais au moment où ses lèvres touchèrent les siennes, Harper oublia comment respirer. Le baiser fut d'abord doux, gentil. Puis la main de Jackson glissa dans ses cheveux, et la main d'Harper trouva somehow son torse. Et soudain, ce n'était plus doux du tout. C'était exigeant et désespéré et absolument rien comme une performance. Elle oublia qu'ils étaient dans un restaurant. Oublia que Céleste regardait. Oublia tout sauf la façon dont Jackson avait goût de café et de menthe et de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer mais dont elle voulait plus. Quand ils se séparèrent enfin, le corps entier d'Harper était en feu. Les pupilles de Jackson étaient dilatées, sa respiration irrégulière. Il semblait aussi secoué qu'elle se sentait. Eh bien, dit Céleste, semblant sincèrement surprise. Peut-être que je me trompais. Harper ne pouvait pas parler, ne pouvait pas penser, pouvait seulement regarder Jackson, qui évitait soigneusement son regard. Je dois y aller, parvint-elle à dire. J'ai une chose de travail. Bien sûr. Céleste sourit avec connaissance. Ravi de vous avoir rencontré, Harper. Je suis sûr que nous nous reverrons bientôt. Harper prit son sac et s'enfuit. Elle fit exactement 2 pâtés de maison avant que Jackson ne la rattrape. Harper, attends. Ça n'aurait pas dû arriver. Elle se retourna vivement. Nous avions des règles. Pas d'embrassade était la règle numéro 1. Ma mère nous testait. Si nous avions refusé, elle aurait su que quelque chose clochait. Alors vous avez juste, nous. Harper ne put finir la phrase car son cerveau repassait le baiser en boucle infinie. C'était nécessaire, dit Jackson, mais sa voix était rauque pour le jeu. Ça ne ressemblait pas à un jeu. Les mots restèrent suspendus en re. La mâchoire de Jackson se crispa. C'était. Ça devait l'être. C'est un arrangement commercial, Harper. Rien de plus. D'accord. Commercial. La poitrine d'Harper faisait mal. Je dois y aller. Harper, je vous verrai samedi pour le dîner avec mes parents. Nous pourrons faire semblant d'être amoureux là aussi. Elle se tourna et partit avant qu'il ne voie les larmes qui menaçaient de couler. Cette nuit-là, Sloan trouva Harper en train de pâtisser sous stress à minuit. La cuisine ressemblait à ce qu'une bombe de farine aurait laissé. Harper était à sa 3e fournée de cookies aux pépites de chocolat, les larmes coulant sur son visage pendant qu'elle mélangeait agressivement la pâte. Ok, dit Sloan prudemment. Que s'est-il passé? Nous nous sommes embrassés. Quoi? Sa mère nous y a forcés. Et c'était. Sloan. C'était. La voix d'Harper se brisa. Ça semblait réel. Peut-être parce que c'était réel. Ça ne peut pas être réel. Ce sont des fiançailles fausses. Il me paie. C'est un travail. Les emplois n'impliquent généralement pas des baisers comme ça. J'ai vu la vidéo. La tête d'Harper se releva brusquement. Vidéo? Sloan montra son téléphone. Le baiser était partout. Twitter, Instagram, TikTok. Quelqu'un avait même fait un montage au ralenti avec de la musique romantique. Jackson Montgomery embrasse sa fiancée au Bernardin. La chimie est insensée. J'ai besoin que quelqu'un me regarde comme il la regarde. C'est à ça que ressemble le vrai amour.
Harper s'effondra sur le sol. C'est un désastre. C'est un désastre pour lequel tu es payé un demi-million de dollars. Je crois que je développe des sentiments pour lui. Sloan s'assit à côté d'elle. Ce serait si terrible? Oui. Il ne ressent pas la même chose. Tout est faux pour lui. Il l'a littéralement appelé un arrangement commercial. T'a-t-il embrassé comme si c'était un arrangement commercial? Harper pensa à la main de Jackson dans ses cheveux. À la façon dont il l'avait attiré plus près, à la façon dont il l'avait regardé ensuite, choqué et vulnérable et effrayé. Je ne sais pas, chuchota-t-elle. Son téléphone vibra. Jackson. Nous devons parler. Ne réponds pas, conseilla Sloan. Les pouces d'Harper bougèrent. De quoi? Demain. Mon appartement. 9 heures. Jackson. Nous avons dit tout ce qu'il fallait dire. Non. 9 heures. S'il te plaît. S'il te plaît, la brisa. D'accord. Harper éteignit son téléphone et retourna à ses cookies. Si elle tombait amoureuse de Jackson Montgomery, l'homme qui la considérait comme une transaction commerciale, l'homme qui calculait tout, l'homme qui l'avait embrassée comme si elle était de l'oxygène, alors elle allait avoir besoin de beaucoup plus de chocolat. L'appartement de Jackson n'était pas un appartement. C'était un penthouse qui appartenait dans des magazines d'architecture. Fenêtre du sol au plafond donnant sur Central Park. Mobilier moderne qui coûtait probablement plus cher que la voiture d'Harper. Œuvres d'art au mur qui ressemblaient suspiciously à des Rothko originaux. Et dans la cuisine, Jackson Montgomery en jean et t-shirt sortant des croissants frais du four. Harper s'arrêta net. Vous ne plaisantiez pas pour la pâtisserie. Je vous l'ai dit, je pâtisse sous stress. Il posa le plateau. Café, s'il vous plaît. Ils se déplacèrent l'un autour de l'autre prudemment comme des danseurs évitant la collision. Jackson versa le café. Harper s'installa sur un tabouret de bar. Le silence était chargé de tout ce qu'il ne disait pas. À propos d'hier, dit enfin Jackson. C'est bon. Nous vendions le jeu. Votre mère l'a acheté. Mission accomplie. Harper. Nous n'avons pas besoin de rendre ça bizarre. C'était un baiser pour le spectacle. C'est fini. Ce n'était pas juste pour le spectacle. Le cœur d'Harper s'arrêta. Quoi? Jackson posa sa tasse. Quand je vous ai embrassé, j'ai oublié pourquoi je le faisais. Pendant 1 minute, peut-être 2, j'ai oublié que tout était faux. Jackson, laissez-moi finir. Il passa une main dans ses cheveux, les ébouriffant. Je ne fais pas dans les sentiments. Je fais dans les tableurs et les contrats et les risques calculés. Les sentiments sont désordonnés et imprévisibles et humainement dangereux, se corrigea-t-il. Mais quand je suis avec vous, j'oublie d'être prudent. La poitrine d'Harper se serra. Je ne comprends pas ce que vous dites. Je dis que cet arrangement devient compliqué, et je ne sais pas si c'est bien ou catastrophique. Les deux, probablement. La voix d'Harper était à peine un chuchotement. Parce que j'ai oublié aussi. Quand vous m'avez embrassé, j'ai oublié que nous prétendions. Ils se regardèrent à travers l'îlot de cuisine. L'air crépitait de tension. Alors, que faisons-nous? Demanda Jackson. Je n'en ai aucune idée. Nous ne pouvons pas vraiment tomber amoureux l'un de l'autre. Non, ce serait ridicule. Complètement déraisonnable. Un désastre total. Donc nous sommes d'accord, dit Jackson. Quoi que ce soit, nous l'ignorons. Absolument, nous l'ignorons complètement. Aucun des deux ne bougea. Harper. Ouais, je crois que j'échoue à l'ignorer. Moi aussi. Jackson contourna l'îlot. Harper se leva. Ils étaient à quelques centimètres l'un de l'autre maintenant, assez proches pour qu'Harper voie les éclats de gris dans ses yeux bleus. C'est une terrible idée, murmura Jackson. La pire, accepta Harper. Il l'embrassa quand même. Cette fois il n'y avait pas de public, pas de mère qui les testait, pas d'appareil photo, juste deux et la vérité qu'aucun ne voulait admettre. Ce baiser fut lent et profond et dévastateur. Les mains de Jackson encadrèrent son visage comme si elle était précieuse. Les doigts d'Harper s'enroulèrent dans sa chemise, l'attirant plus près. Quand ils se séparèrent enfin, tous les deux respirant fort, Jackson pressa son front contre le sien.
Nous avons des ennuis, chuchota Théil. Tellement d'ennuis. 2 heures plus tard, Harper quitta l'appartement de Jackson avec les lèvres gonflées par les baisers, un sac de croissants frais, et la réalisation terrifiante qu'elle tombait amoureuse de l'homme à qui elle était faussement fiancée. Sloan la regarda une seule fois et dit : « Tu as couché avec lui. » « Quoi ? » ?»« Non, mais tu en avais envie. » Harper s'effondra sur le canapé. « Je ruine tout ou je rends ça intéressant. » Sloan, c'est censé être faux, propre, professionnel. Maintenant je ne peux pas arrêter de penser à la façon dont il... Elle s'arrêta. J'ai tellement d'ennuis. Est-ce qu'il ressent la même chose ? Harper pensa à la façon dont Jackson l'avait regardé. À la façon dont il avait admis qu'il échouait à ignorer ce qui se passait entre eux. Je crois. Peut-être. Je ne sais pas. Alors tu as 2 mois pour le découvrir. 2 mois. Harper avait 2 mois pour naviguer des fiançailles fausses avec des sentiments réels, rencontrer les 2 familles, convaincre la grand-mère de Jackson qu'ils étaient légitimes, et d'une manière ou d'une autre ne pas se faire complètement briser le cœur dans le processus. Son téléphone vibra. Brett Ashford. Nous devons parler de toi et Montgomery. Retrouve-moi demain. Je sais quelque chose que tu ignores. Le sang d'Harper se glaça. Sloan. Ouais. Je crois que nos problèmes viennent de s'agrandir. Harper rencontra Brett dans un café de Tribeca, assez loin de son appartement pour que personne qu'elle connaisse ne les voie. Il avait l'air différent, plus en colère. Son apparence habituellement soignée avait une pointe. Chemise froissée, cerne sous les yeux, 3 jours de barbe. Tu as l'air terrible, dit Harper en s'asseyant. Merci. Toi tu as l'air agaçant de heureuse. Les yeux de Brett allèrent à la bague à son doigt. Montgomery a agi vite. Que veux-tu, Brent ? La vérité. Il se pencha en avant. Tu m'as rejeté un mercredi. Le vendredi, tu es fiancé à Jackson Montgomery. Tu t'attends à ce que je croie que tu es tombée amoureuse en 48 heures. La gorge d'Harper se serra. Nous nous voyons déjà. Ne m'insulte pas avec cette histoire de relation secrète. Brent sortit son téléphone. J'ai engagé un détective privé. Tu as fait quoi ? Et devine ce qu'il a trouvé ? Aucune réservation de restaurant, aucun enregistrement d'hôtel, aucune trace de carte de crédit, rien reliant toi et Montgomery avant la semaine dernière. Le sourire de Brent était vicieux. Tu veux savoir ce que je pense ? Pas particulièrement. Je pense que Montgomery avait besoin d'une fausse fiancée pour sécuriser son héritage. Je pense que tu avais besoin d'échapper au cauchemar médiatique que tu avais créé. Et je pense que vous avez décidé de vous utiliser mutuellement. Le cœur d'Harper battait la chamade. Reste calme. Ni tout. C'est insensé. Vraiment ? Parce que mon détective a aussi trouvé ça ? Brett glissa une photo sur la table. Elle montrait Jackson entrant dans un cabinet d'avocats. Whitfield et Associates, spécialistes en droit des contrats. L'horodatage indiquait 2 jours avant qu'il n'envoie la lettre à Harper. Donc il a visité un avocat. Les gens font ça. Les gens qui se fiancent légitimement n'ont pas besoin d'avocat en contrat. Brett se renversa en arrière, triomphant. Je ne sais pas à quoi vous jouez tous les deux, mais je sais que c'est faux, et je vais le prouver. Pourquoi ? La voix d'Harper se brisa. Pourquoi t'en soucies-tu ? Tu ne m'aimes pas, Brent. Tu me connais à peine. J'étais juste une case à cocher sur ton plan de vie. Quelque chose traversa son expression. De la douleur, peut-être, ou juste de l'orgueil blessé. Tu m'as humilié, dit-il doucement. Devant tout le monde. Mon père n'arrête pas d'en parler. Mes amis font des blagues et maintenant tu te pavanes avec un Montgomery comme si je n'avais jamais compté. Je ne voulais pas te blesser, mais tu l'as fait. Alors maintenant je vais te rendre à pareil. Brett se leva. Profite de tes fausses fiançailles tant qu'elles durent, Harper, parce que je vais vous exposer tous les deux. Il partit avant qu'Harper ne puisse répondre. Elle resta là figée pendant que son café refroidissait. Nous avons un problème, dit Harper dès que Jackson répondit au téléphone. 10 minutes plus tard, elle était de retour dans son pantouse, faisant les 100 pas pendant que Jackson lisait les photos que Brett lui avait envoyées. Avocat en contrat, marmonna Jackson. Bien sûr, il se concentre là-dessus.
Il sait, Jackson. Ou du moins il soupçonne assez pour continuer à creuser. Soupçonner n'est pas prouvé. Jackson posa son téléphone. Brent est en colère et réagit. Il a des preuves circonstancielles, pas des faits. Il a engagé un détective privé. Qui a trouvé quoi? Que j'ai visité un avocat. Que nous n'avons pas de reçu de restaurant. Jackson croisa les bras. Nous avons dit que nous gardions ça privé. Discret. Ce n'est pas suspect. C'est romantique. Tu ne m'écoutes pas. Il va continuer à enquêter et éventuellement. Éventuellement il s'ennuiera ou trouvera une autre cible. La voix de Jackson était calme, rationnelle, exaspérante. Nous devons juste être plus prudents. Plus prudents, Jackson. Nous nous sommes embrassés en public 2 fois. Il y a une vidéo avec 4 millions de vues. Exactement. Nous l'avons vendue. Nous sommes engagés dans la performance. Ce n'est plus une performance. Les mots jaillirent avant qu'Harper ne puisse les arrêter. Du moins pas pour moi. Le silence s'écrasa entre eux. L'expression de Jackson vacilla. Harper, oublie ça. Elle attrapa son sac. Tu as raison. Arrangement commercial. Je serai plus professionnel. Ce n'est pas ce que je. Il lui attrapa le bras. Attends. Pourquoi? Pour que tu puisses me rappeler encore que tout est faux. Que tu joues juste un rôle parce que je ne sais plus ce que c'est Anymore. La composition soigneusement maintenue de Jackson se fissura. Tu penses que c'est facile pour moi. Tu penses que je prévois de réellement m'attacher à toi. Le souffle d'Harper se bloqua. Tu t'attaches à moi. Bien sûr que je m'attache à toi. Tu es drôle et brillante, et tu pâtisses à minuit, et tu me regardes comme si j'étais une personne au lieu d'un portefeuille. Jackson tenait toujours son bras, sa prise douce mais désespérée. Mais je ne sais pas comment faire ça. Sentiment réel, relation réelle. Je ne sais pas comment séparer ce qui est faux de ce qui est réel. Harper finit doucement. Ils se tenaient à quelques centimètres l'un de l'autre, le pantouf silencieux sauf pour leur respiration. Que faisons-nous? Chuchota Jackson. Quelque chose de stupide. Quelque chose de dangereux. Les deux. Harper leva les yeux vers lui. Mais je ne veux pas arrêter. Le pouce de Jackson traça des cercles sur son poignet. Moi non plus, ce qui est probablement la décision la plus irrationnelle que j'ai jamais prise. Bienvenue dans l'humanité. C'est terrible. Il sourit presque. Que faisons-nous pour Brent? Je ne sais pas, mais nous devons être convaincants. Vraiment convaincants. Plus de dérapage. D'accord. Les yeux de Jackson descendirent à ses lèvres. Bien que, je doive mentionner que t'embrasser compte probablement comme un dérapage à ce stade. Probablement. Nous devrions arrêter. Nous devrions. Aucun ne bougea. Harper. Ouais, je vais embrasser encore. Pas pour le spectacle. Pas pour les appareils. Juste parce que j'en ai envie. Le cœur d'Harper s'emballa. C'est définitivement un dérapage. Je sais. Il l'embrassa quand même. Lent et profond et absolument rien comme faire semblant. Quand ils se séparèrent enfin, Harper était essoufflé et complètement perdu. Nous sommes si stupides, murmura-t-elle contre ses lèvres. Incroyablement stupide, accepta Jackson en l'embrassant à nouveau. Le samedi arriva plus vite que Harper ne le souhaitait. Elle se tenait devant la maison de son enfance à Fairfield, Connecticut, avec Jackson à côté d'elle dans son Audi, et envisagea sérieusement de fuir vers Manhattan. Ce n'est qu'un dîner, dit Jackson. Avec mes parents qui pensent que nous sommes amoureux, à qui je n'ai jamais menti de ma vie. Tu as menti sur le vase cassé de ta mère quand tu avais 12 ans. Harper le regarda fixement. Comment savez-vous ça? C'était dans le dossier. Vous avez un dossier d'Isturbingli complet. Je suis minutieux. Nous l'avons établi. Jackson sortit de la voiture. Allez, rencontrons les parents. La mère d'Harper ouvrit la porte avant même qu'il frappe. Harper. Elle serra Harper dans une étreinte qui dura environ 15 secondes de trop. Et vous devez être Jackson. Madame Cadwell. Ravi de vous rencontrer. Jackson serra sa main avec une politesse parfaite. Oh, appelez-moi Diane. Entrez.
Entrez, Robert. Ils sont là. Le père d'Harper apparut de la cuisine portant un tablier, sergeant du grill, et tenant une spatule comme une arme. Donc, vous êtes le Montgomery. Robert Cadwell Josiah Jackson. J'ai beaucoup entendu parler de votre famille. Tout vrai, je suis sûr, dit Jackson avec fluidité. Ils s'assirent pour le dîner, rôtis et légumes, parce que la mère d'Harper croyait encore à la comfort food. L'interrogatoire commença immédiatement. Alors, Jackson, quelles sont vos intentions avec ma fille? Papa, s'étouffa Harper avec son eau. C'est une question juste. La semaine dernière, elle était avec ce garçon Ashford. Maintenant, elle est fiancée à vous. Je comprends votre inquiétude, dit calmement Jackson. Harper et moi nous sommes connectés il y a des mois. J'ai su immédiatement qu'elle était spéciale. Quand elle m'a parlé de la demande de Brent, j'ai réalisé que je ne pouvais plus attendre. Je lui ai demandé d'être avec moi. Il tendit la main et prit celle d'Harper. Le geste semblait naturel, pratiqué, mais Harper sentit le léger tremblement dans ses doigts. C'est très romantique, dit Diane clairement charmée. Racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés. Ils lancèrent l'histoire répétée. Gala de l'hôpital pour enfants, 2 heures près du bar, connexion qu'aucun ne pouvait ignorer. Harper observa Jackson la vendre parfaitement. Les bonnes poses, les bons sourires, la façon dont il la regardait comme si elle était la seule personne dans la pièce. C'était tout du jeu sauf que son pouce traçait des cercles sur sa paume sous la table. Et quand il parla de tomber amoureux de son intelligence d'abord, sa voix accrocha légèrement, peut-être pas entièrement du jeu. Harper a toujours été exigeante sur qui est fréquente, dit Robert. Vous devez être quelque chose de spécial. Je pense que je suis le chanceux, répondit Jackson en croisant le regard d'Harper. Le moment s'étira. Harper oublia qu'il prétendait. Eh bien, nous approuvons, annonça Diane. Jackson, vous semblez être un charmant jeune homme. Très poli. Très réussi. Maman, avertit Harper. Quoi? J'ai le droit d'apprécier les accomplissements du fiancé de ma fille. Saviez-vous que sa société vient d'acquérir? Diane, interrompit doucement Robert. Peut-être laisse-les respirer. Ils survécurent au dîner. Survécurent au dessert. Survécurent à Diane montrant à Jackson toutes les photos embarrassantes de l'enfance d'Harper. Maman, il n'a pas besoin de voir ma face appareil dentaire. Toute mère montre des photos, chérie. Enfin, ils s'échappèrent dans le jardin arrière sous prétexte de prendre l'air frais. Tes parents sont sympas. Jackson dit qu'il t'aime. Bien sûr qu'il t'aime. Tu étais parfait. J'étais honnête. Il s'appuya contre la rambarde du porche. La plupart de ce que j'ai dit était vrai. La partie tombée amoureux de ton intelligence, savoir que tu étais spécial. Le cœur d'Harper sauta un battement. Jackson. Je sais que c'est compliqué. Mais je voulais que tu saches que ce soir n'était pas entièrement une performance pour moi non plus. Ils restèrent dans un silence confortable, regardant les lucioles dans le jardin. La maison d'enfance d'Harper brillait chaude derrière eux. Pendant un moment, tout semblait simple. Puis son téléphone vibra. Numéro inconnu, mais Harper savait qui c'était avant d'ouvrir. Le message contenait une seule photo. Harper et Jackson devant le cabinet d'avocats Whitfield et Associates. L'horodatage indiquait ce matin, le même jour que leur dîner familial. En dessous. Je vous ai trouvés tous les deux chez des avocats en contrat. Intéressant. Fiançailles fausses exposées. Non, souffla Harper. Non, non, non. Jackson regarda par-dessus son épaule et pâlit. Comment a-t-il? Il nous suit. Les mains d'Harper tremblaient. Jackson, il va poster ça. Tout le monde saura. Nous sommes allés discuter d'arrangements prénuptiaux. C'est normal pour les familles riches. Brent sait que nous n'avons pas d'avocats prénuptiaux. Il a nos noms sur le registre des visiteurs. Spécialiste en contrat. Jackson attrapa son téléphone, déjà en train d'appeler. J'ai besoin de contrôle de dommages maintenant. Mais il était trop tard. Le téléphone d'Harper explosa de notifications. Twitter, Instagram, Alert News et fiançailles fausses étaient en tendance. Quelqu'un avait leaké la photo, pas seulement sur les réseaux sociaux, à page 6, TMZ, Entertainment Tonight.
Scandale des fiançailles Montgomery. Avocat en contrat suggère accord, pas amour. Le romance d'Harper Cadwell est-elle réelle ou vengeance? Sources disent que les fiançailles Montgomery pourraient être une transaction commerciale. Nous sommes finis, chuchota Harper. La mâchoire de Jackson se crispa. Non. C'est gérable. Gérable? Jackson. Le monde entier pense que nous sommes des fraudeurs. Qu'ils pensent? Nous connaissons la vérité. La connaissons-nous? La voix d'Harper se brisa. Parce que je ne sais plus ce qui est réel. Je ne sais pas si tu joues ou si tu ressens vraiment quelque chose ou si tout ça n'était que Harper Cadwell. Ils se tournèrent tous les deux. Vivien Montgomery se tenait à la porte arrière, impeccable en Chanel et fureur. Grand-mère, dit Jackson prudemment. Que faites-vous ici? Je suis venu rencontrer la famille d'Harper. Imaginez ma surprise quand je vois ça. Elle montra son téléphone, affichant le hashtag en tendance. Avocat en contrat, Jackson, vraiment. Ce n'est pas ce que ça paraît. On dirait que vous avez fabriqué des fiançailles pour accéder à votre trust fund. Les yeux de Vivien étaient glacials. Dites-moi que je me trompe. Le silence fut assourdissant. Harper sentit tout s'effondrer. Les fiançailles, l'argent, l'entreprise de Jackson, sa propre réputation déjà en miettes sur le point de devenir irrécupérable. Grand-mère, commença Jackson, mais Vivien leva la main. Ne m'insultez pas avec plus de mensonges. Elle regarda Harper. J'ai commencé à vous croire tous les deux. La façon dont vous vous regardiez au gala, le baiser au brush, j'ai pensé que peut-être Jackson avait enfin trouvé quelque chose de réel. Madame Montgomery. La voix d'Harper se brisa. Épargnez-moi ça. Vivien se tourna vers Jackson. Réunion du conseil lundi matin. Vous expliquerez ça à toute la famille et ensuite nous discuterons de votre avenir ou absence d'avenir avec Montgomery Enterprises. Elle s'éloigna, laissant la destruction dans son sillage. La mère d'Harper apparut dans l'embrasure de la porte. Harper, que se passe-t-il? Il y a des photographes dans notre allée. Nous devons partir, dit Jackson sèchement. Jackson, maintenant Harper. Ils s'enfuirent par le jardin arrière, escaladant la clôture pour éviter les reporters devant. La voiture de Jackson était bloquée, alors ils coururent, vraiment coururent dans les rues suburbaines jusqu'à trouver un taxi. À l'intérieur, tous les deux respirant fort. Harper finit par craquer. C'est fini. Nous sommes finis. Brett a gagné. Nous pouvons encore réparer ça. Comment? Comment, Jackson? Tout le monde sait. Ta grand-mère sait. Mes parents vont découvrir que je leur ai menti. Les larmes coulaient sur le visage d'Harper. Je vais perdre mon travail, ma réputation, tout. Et pourquoi? Pour 500 000 $ et une chance de recommencer. Je ne veux pas recommencer. Je voulais. Elle s'arrêta. Tu voulais quoi? Je voulais que ce soit réel, chuchota Harper. Je voulais que nous soyons réels, mais nous ne le sommes pas. Nous sommes juste deux menteurs qui se sont fait prendre. Le taxi s'arrêta devant son immeuble. Harper sortit en trébuchant. Harper, attends. Non. S'il te plaît non. Elle ne pouvait pas le regarder. Lundi, tu affronteras le conseil. Tu vas probablement tout perdre. Et je retournerai être la femme la plus détestée sur Internet. C'est comme ça que ça finit. Ce n'est pas comme ça que ça finit. Alors comment ça finit, Jackson? Il la regarda avec quelque chose de désespéré dans les yeux. Je ne sais pas, mais je ne suis pas prêt à abandonner. Peut-être que tu devrais. Harper se tourna et entra dans son immeuble sans regarder en arrière. Derrière elle, Jackson Montgomery resta dans le taxi, son monde soigneusement construit s'effondrant, et réalisa que quelque part entre les fausses fiançailles et les sentiments réels, il avait fait la plus grande erreur de sa vie, il était tombé amoureux d'Harper Cadwell. Et maintenant il était sur le point de tout perdre, y compris elle. Harper passa le dimanche dans son appartement en jogging et mangeant de la glace directement dans le pot pendant que son téléphone explosait de messages qu'elle refusait de lire. Sloan avait essayé d'intervenir. Tu dois lui parler. Pourquoi? Pour qu'il me rappelle que tout était commercial. Harper, cet homme est amoureux de toi. Non. Il est juste bon pour prétendre.
Alors pourquoi t'a-t-il appelé 17 fois? Harper regarda son téléphone en silencieux. 17 appels manqués de Jackson, 12 textos, un message vocal qu'elle n'avait pas écouté. Parce qu'il s'inquiète pour la réunion du conseil, son entreprise, sa réputation. Ou parce qu'il s'inquiète pour toi. Harper prit une autre cuillère de glace. Peu importe. C'est fini. Mais même en le disant, sa poitrine lui faisait mal. Le lundi matin, Jackson se tenait devant la salle du conseil de Montgomery Enterprises dans son meilleur costume et son pire état émotionnel. Il n'avait pas dormi, pas mangé, avait passé toute la nuit à essayer de trouver comment sauver son entreprise sans perdre Harper dans le processus. Jusqu'à présent, aucune solution. Son avocate, Patricia, se tenait à côté de lui, l'air sombre. Ils vont te déchirer là-dedans. Je sais que tu pourrais encore tourner ça. Dire que ça a commencé comme une convenance mais est devenu réel. Les gens adorent un arc de rédemption. Je ne vais pas utiliser Harper pour un arc de rédemption. La voix de Jackson était d'acier. Elle en a assez enduré. Alors tu perdras l'entreprise. Je le sais aussi. Patricia l'étudia. Tu tiens vraiment à elle. Je l'aime. Les mots vinrent facilement maintenant. Trop tard, mais facilement. C'est pourquoi je vais dire la vérité. Toute la vérité. Jackson. La vérité, Patricia. Elle le mérite bien. Il entra dans la salle du conseil. 15 membres du conseil étaient assis autour d'une table en acajou qui avait vu un siècle de décision Montgomery. À la tête siégeait Vivien, ressemblant à une reine sur le point de prononcer un jugement. Jackson, dit-elle froidement. Asseyez-vous. Il s'assit. Je pense que nous savons tous pourquoi nous sommes ici. Vivien joignit les mains. Le scandale des fiançailles. Souhaitez-vous expliquer? Jackson inspira profondément. C'était le moment. Celui où il se sauvait avec des mensonges ou honorait Harper avec la vérité. C'était faux, dit-il clairement. Les fiançailles étaient un arrangement commercial. Des halètements autour de la table. Quelqu'un marmonna. Je le savais. J'avais besoin d'une fiancée pour satisfaire les exigences du trust. Harper avait besoin d'elle avec sa réputation après l'incident Ashford. Nous avons passé un accord. Un accord. La voix de Vivien pouvait geler le feu. Vous avez manipulé cette famille pour de l'argent. Oui, Jackson croisa ses yeux. Je l'ai fait, et c'était mal. Je me suis justifié en me disant que c'était juste des affaires, que personne ne serait blessé, que je pouvais tout contrôler. Mais vous ne pouviez pas. Ceci de son oncle Thomas, l'air déçu. Non, parce que je suis tombé amoureux d'elle. La voix de Jackson se brisa légèrement. Ça a commencé comme du jeu, se tenir la main pour les appareils photo, sourire pour les photographes. Mais quelque part entre les faux rendez-vous et l'affection fausse, c'est devenu réel. Du moins pour moi. Et pour elle? Demanda Vivien. Je ne sais pas. Je lui ai dit que c'était juste commercial une fois de trop. Elle est partie en pensant que je ne tenais pas à elle. Et je ne lui en veux pas. Le silence emplit la pièce. Enfin, Vivien parla. Vous comprenez ce que ça signifie? Je perds l'entreprise. Je perds mon poste. Probablement mon trust fund aussi. Vous perdez tout pour quoi vous avez travaillé. Je sais, Jackson se leva. Mais je préfère tout perdre honnêtement que le garder par des mensonges. Harper m'a appris ça. Elle a rejeté une demande en mariage devant 50 personnes parce qu'elle ne pouvait pas mentir sur ses sentiments. C'est la personne la plus courageuse que je connaisse, et je lui dois le même courage. Il sortit une enveloppe de sa poche. Ma démission effective immédiatement. Je publierai une déclaration prenant l'entière responsabilité. Le nom d'Harper reste propre. Vivien prit l'enveloppe mais ne l'ouvrit pas. Rasseyez-vous, Jackson. Grand-mère. Rasseyez-vous. Il s'assit. Vivien regarda autour de la table. Levez la main. Qui pense que Jackson devrait tout perdre pour ça? 3 mains se levèrent. Thomas, tante Margaret, cousin David. Qui pense qu'il y a plus à cette histoire? Le reste des mains se leva lentement. Vivien se tourna vers Jackson. Vous avez pris une terrible décision. Vous avez menti à cette famille.
Vous avez manipulé les circonstances pour un gain personnel. Oui, madame. Mais vous venez de montrer plus d'intégrité en 5 minutes qu'en 5 ans à jouer la sécurité. L'expression de Vivien s'adoucit légèrement. Votre grand-père m'a autrefois dit que le vrai caractère apparaît quand tout est en jeu. Aujourd'hui vous avez montré du caractère. Jackson cligna des yeux. Je ne comprends pas. Vous ne perdez pas l'entreprise. Vous la gardez en probation. 1 an. Si vous pouvez prouver que vous avez appris de ça, vraiment appris, alors nous revisiterons le trust. Mais j'ai menti. Et vous avez dit la vérité quand ça comptait le plus, même en sachant que ça vous coûterait tout. Vivien se leva. Maintenant sortez de ma salle du conseil et allez réparer les choses avec cette fille. Si elle est à moitié aussi remarquable que vous le dites, elle est probablement en train de pâtisser sous stress en ce moment. Le cœur de Jackson bondit. Vous êtes sérieuse? Je suis toujours sérieuse. Allez avant que je change d'avis. Jackson courut. Harper était, en effet, en train de pâtisser sous stress. Sa cuisine ressemblait à ce qu'une explosion dans une boulangerie aurait laissé. Des cookies couvraient toutes les surfaces. 3 types de pain refroidissaient sur des grilles. Elle était actuellement les coudes dans la pâte à tarte pendant que Sloan regardait avec étonnement. C'est impressionnant même pour toi, dit Sloan. Je traite mes émotions par les glucides. Ne juge pas. Je ne juge pas. Je me demande juste si nous devons appeler un thérapeute ou un food truck. La sonnette retentit. Si c'est encore un reporter, je lui lance une tarte. Harper marmonna en essuyant la farine sur son tablier. Elle ouvrit la porte. Jackson se tenait là légèrement essoufflé, son costume parfait froissé, ses cheveux en désordre. Vous avez gardé la pâte à tarte, dit-il. Harper baissa les yeux. Elle tenait effectivement encore de la pâte crue. Que faites-vous ici? Vous n'avez pas une réunion du conseil? Je l'ai eue. C'est fini. Et j'ai dit la vérité, tout, que les fiançailles étaient fausses. Que j'ai passé un accord avec vous, que je suis un idiot qui ne mérite pas son entreprise ou son trust fund, ou... Il s'arrêta. Puis-je entrer? Harper s'écarta sans un mot. Jackson entra dans la cuisine et s'arrêta. Waouh, vous pâtissez vraiment sous stress. Ça m'aide à penser. À quoi pensez-vous? À combien je veux vous détester? Harper posa la pâte. Vous l'avez appelé un arrangement commercial. Vous m'avez fait signer un contrat. Vous m'avez payé pour prétendre vous aimer. Je sais. Et puis vous m'avez réellement fait vous aimer, espèce d'idiot. Les yeux de Jackson s'écarquillèrent. Vous m'aimez? Bien sûr que je vous aime. J'aime la façon dont vous pâtissez des croissants à 3 heures du matin. J'aime que vous soyez nul en small talk mais parfait pour les grands gestes. J'aime que vous remarquiez mon parfum et me teniez la main quand je suis nerveuse et me regardiez comme si j'étais la seule personne dans la pièce. La voix d'Harper se brisa. Et je déteste que je vous aime parce que c'était censé être faux et maintenant c'est réel et je ne sais pas comment faire ça. Harper. Je n'ai pas fini. Elle attrapa un cookie sur le comptoir et en prit une bouchée agressive. Vous avez brisé vos propres règles. Vous avez dit pas d'embrassade. Vous avez dit arrangement commercial. Vous avez dit. Jackson traversa la cuisine en 2 enjambées et l'embrassa. C'était désespéré et désordonné et avait goût de pâte à cookies et de tout ce dont Harper avait besoin. Quand ils se séparèrent enfin, tous les deux respirant fort, Jackson prit son visage entre ses mains. Je vous aime, dit-il. J'aime votre mauvais poker face et votre pâtisserie sous stress et la façon dont vous riez à mes mauvaises blagues. J'aime que vous soyez honnête même quand ça vous coûte tout. J'aime que vous m'ayez fait vouloir être honnête aussi. Jackson. J'ai dit au conseil tout. J'ai démissionné. J'ai tout abandonné. Les yeux d'Harper s'écarquillèrent. Vous avez quoi? J'ai abandonné l'entreprise, le trust fund, tout, parce que le garder par des mensonges signifiait vous perdre. Et vous perdre est pire que perdre tout le reste combiné. Vous n'aviez pas à faire ça. Si. Vous avez rejeté une demande en mariage parce que vous ne pouviez pas mentir sur vos sentiments. J'avais besoin de faire la même chose, même si ça signifiait tout perdre. Avez-vous tout perdu? Jackson sourit légèrement. Ma grand-mère m'a mis en probation 1 an pour prouver que j'ai appris quelque chose. Mais honnêtement,
je m'en fiche en ce moment. Je me fiche de vous, de nous, de si nous pouvons transformer ces fausses fiançailles en quelque chose de réel. Le cœur d'Harper s'emballa. Vous voulez rester fiancé? Je veux recommencer. Sans contrat, sans accord, sans arrangements commerciaux. Il retira doucement la bague de son doigt. Harper Cadwell, je suis amoureux de vous. Complètement, irrationnellement, inopportunément amoureux de vous, et je sais que je ne mérite pas une autre chance, mais je la demande quand même. Voulez-vous sortir avec moi pour de vrai cette fois? Harper le regarda. Cet homme qui avait été si calculateur, si contrôlé, maintenant debout dans sa cuisine en désastre, lui offrant quelque chose de sincère. Et l'argent, demanda-t-elle. Le contrat. Annulé. Je ne veux pas que vous soyez avec moi pour l'argent. Je veux que vous soyez avec moi parce que... Il s'arrêta. En fait, je n'ai aucune idée pourquoi vous voudriez être avec moi. Je suis émotionnellement handicapé et terrible en relation et vous faites vraiment de bons croissants. Jackson cligna des yeux. Quoi? Et vous remarquez les détails et vous m'avez protégé de votre grand-mère et vous avez dit la vérité même quand ça vous coûtait tout. Harper prit ses mains. Vous n'êtes pas aussi émotionnellement handicapé que vous le pensez. C'est un oui? C'est un recommençons et voyons ce qui arrive. Harper sourit. Pas de contrat cette fois. Pas de contrat. Jackson accepta. Il l'attira près de lui. Bien que je doive vous avertir, je vais probablement tomber encore plus amoureux de vous. Je peux vivre avec ça. Ils s'embrassèrent à nouveau, entourés de cookies et de pain et de la délicieuse odeur de choses qui cuisent. Une métaphore parfaite pour les relations qui ont besoin de temps et de chaleur et de patience pour devenir quelque chose de merveilleux. 3 mois plus tard, Harper se tenait dans son appartement en train de se préparer pour le gala de la Fondation Montgomery. Pas comme une fausse fiancée, comme la vraie petite amie de Jackson. Ils avaient pris leur temps. Vrai rendez-vous, vraie conversation, vraie dispute sur dont l'appartement était trop en désordre, le sien. Et qui pâtissait trop sous stress, les deux. Internet avait fini par passer à d'autres scandales. Brent avait envoyé un texto d'excuses surprenant. J'ai été un con. Tu mérites mieux. Comme Montgomery, je suppose. Les parents d'Harper lui avaient pardonné après avoir rencontré Jackson correctement. Même Vivien s'était réchauffé, surtout après qu'Harper ait fait la recette de cookies de sa grand-mère et gagné le plus grand éloge. Acceptable. Prête? Demanda Sloan en fermant la fermeture de la robe d'Harper. Nerveuse, mais bonne nerveuse. Peux-tu croire que ça fait 6 mois depuis le désastre de Rockefeller? Harper rit. Meilleure pire décision que j'ai jamais prise. La sonnette retentit. Jackson, pile à l'heure. Il était parfait en smoking, mais c'était son sourire quand il la vit qui fit battre le cœur d'Harper plus vite. Tu es magnifique, dit-il. Tu n'es pas mal non plus. Je t'ai apporté quelque chose. Il tendit une petite boîte de boulangerie. Croissant frais. Je l'ai fait ce matin. Tu as pâtissé sous stress avant un gala. J'étais nerveux à l'idée de te demander quelque chose. L'estomac d'Harper se retourna. Me demander quoi? Jackson prit sa main. Emménage avec moi. Pas de contrat, pas de calendrier. Juste parce que je veux me réveiller à côté de toi et pâtisser des croissants ensemble à 3 heures du matin quand nous ne pouvons pas dormir. Les yeux d'Harper se remplirent de larmes. C'est la chose la moins romantique et la plus parfaite que tu aies jamais dite. C'est un oui? C'est un j'ai déjà fait un sac. Jackson rit, un vrai rire sincère, et l'embrassa là dans l'embrasure de la porte. Sloan siffla. Prenez une chambre ou un appartement, que vous avez apparemment. Ils arrivèrent en retard au gala parce qu'ils n'arrêtaient pas de s'embrasser dans l'ascenseur. À l'entrée, les appareils photo flashèrent, mais cette fois Harper ne tressaillit pas. Elle tint la main de Jackson et sourit parce que c'était réel. Harper. Jackson, comment va la relation? Parfaite, dit Jackson en regardant Harper comme si elle était la seule personne au monde. Des plans pour l'avenir? Beaucoup, répondit Harper. Mais nous prenons notre temps. Ils entrèrent dans la salle de bal ensemble. Pas de mensonges, pas de contrat, pas de prétention, juste 2 personnes qui avaient trouvé quelque chose de réel au milieu de fausses fiançailles parfaitement désastreuses. Épilogue. 1 an plus tard, Harper se réveilla avec l'odeur de croissants frais.
Elle marcha pieds nus dans la cuisine de leur appartement, le pantouse de Jackson, qui avait maintenant ses livres partout et ses fournitures de pâtisserie sous stress installées en permanence. Jackson se tenait au comptoir en pantalon de pyjama, sortant des pâtisseries du four. « Tu n'as pas pu dormir ?» demanda Harper en l'enlaçant par derrière. Nerveux pour la réunion du conseil aujourd'hui. Évaluation finale. Tu vas t'en sortir. Tu as passé un an à te prouver. Je sais, mais je suis quand même. Il se tourna vers elle. Harper, je dois te dire quelque chose. Son estomac se noua. Ça semble sérieux. Ça l'est. Il prit ses mains. Il y a un an, je t'ai engagé pour être ma fausse fiancée. Je t'ai payé pour prétendre m'aimer. Je t'ai fait signer un contrat. Je me souviens. Où veux-tu en venir? Je ne t'ai jamais payé. Harper cligna des yeux. Quoi? Les 500 000? Je ne les ai jamais transférés. Le contrat est devenu nul quand nous avons commencé à sortir pour de vrai. Donc techniquement. Jackson. Je me fiche de l'argent. Je sais, mais moi je tiens à tenir les promesses. Il sortit une enveloppe. Donc je fais un don de 500 000 $ à la fondation de l'hôpital pour enfants en ton nom parce que c'est là que nous sommes censés nous être rencontrés, et je veux que ça signifie quelque chose. Les yeux d'Harper se remplirent de larmes. Tu donnes un demi-million de dollars. Ça va. J'aurais dû demander d'abord. Elle l'embrassa. C'est parfait. Tu es parfait. Eh bien, pas parfait. Tu ne charges toujours pas correctement le lave-vaisselle. Mais assez parfait. Jackson sourit. Assez parfait. Je prends. Son téléphone vibra. Un texto de Vivien. Réunion du conseil commence dans 1 heure. Ne sois pas en retard. Et amène Harper. Elle fait partie de cette famille maintenant. Elle m'a appelé famille, chuchota Harper. Tu es famille. Tu l'as été depuis que tu as pâtissé ton chemin dans le cœur de ma grand-mère. Jackson embrassa son front. Allez, allons découvrir si j'ai encore une entreprise. Tu auras, et sinon, nous trouverons une solution ensemble. Ensemble? J'aime le son de ça. Ils s'habillèrent ensemble, se disputèrent sur quelle cravate allait avec son costume, partagèrent croissants et café, et se dirigèrent vers Montgomery Enterprises. Dans la salle du conseil, Vivien siégeait à la tête de la table, impérieuse comme toujours. Jackson, Harper, asseyez-vous. Ils s'assirent, mains entrelacées. Il y a 1 an, mon petit-fils a pris une terrible décision suivie d'une bonne. Il a menti, puis dit la vérité. Vivien regarda Jackson. Cette année, il a reconstruit la confiance, étendu la fondation, augmenté les profits tout en maintenant l'éthique. Plus important, il a trouvé quelqu'un qui le rend meilleur. Elle glissa un document sur la table. Félicitations, Jackson. Vous êtes officiellement le PDG de Montgomery Enterprises. Pas de probation, pas de conditions. Vous l'avez mérité. Jackson regarda le document fixement. Je ne sais pas quoi dire. Dites merci et emmenez votre petit ami déjeuner. Vivien sourit presque. Vous avez bien fait, petit-fils. Dehors, Harper jeta ses bras autour du cou de Jackson. PDG, tu l'as fait. Nous l'avons fait. Je n'aurais pas pu sans toi. Bien sûr que si, éventuellement. Peut-être dans quelques décennies. Jackson rit et la fit tourner. Je t'aime. Je t'aime aussi. Même quand tu es émotionnellement handicapé. Je travaille dessus. Je sais, tu es descendu à seulement légèrement émotionnellement réservé. Ils marchèrent dans Manhattan ensemble, juste un autre couple dans la foule, mais l'un pour l'autre, ils étaient tout. Harper? Ouais. Tu te souviens comment tu as rejeté la demande de Brent au Rockefeller Center? Difficile d'oublier. C'est littéralement sur YouTube. Tu veux y retourner? Créer de meilleurs souvenirs. Harper s'arrêta de marcher. Jackson Montgomery, suggères-tu ce que je pense? Je ne suggère rien. Pas encore. Mais un jour quand nous serons prêts, je veux le faire correctement. Te demander correctement sans contrat ou accord ou mensonge. Et si je dis oui? Alors je passerai le reste de ma vie à m'assurer que tu ne le regrettes jamais. Harper l'embrassa là sur le trottoir. Je connais déjà ma réponse.
Ouais. Ouais, mais tu dois quand même demander correctement. Je veux le grand jet romantique complet. Notez. Je vais commencer à planifier. Pas de tableur. Peut-être un tableur. Un petit. Harper rit et Jackson l'attira près de lui. Et quelque part dans le chaos de Manhattan, deux personnes qui avaient commencé avec un mensonge avaient trouvé la chose la plus honnête de toutes. L'amour. Réel, désordonné, imparfait, absolument parfait amour. Fin.